11h-13h. Stéphanie Demuru sur Europe 1. Et on en vient à cet autre sujet qui domine l'actualité, la situation à Gaza et la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. On en parlera dans un deuxième temps, mais tout d'abord, cette information aujourd'hui, un organisme du ministère israélien de la Défense, le Kogat, affirme que l'aide acheminée par 120 camions avait été distribuée la veille par l'ONU et les organisations humanitaires à Gaza. On parlait, vous le savez évidemment, beaucoup de cette aide humanitaire qui faisait régulièrement la une des quotidiens ces derniers jours. Pour tenter de comprendre un petit peu ce qui se passe sur place, nous sommes avec Lara Tchekov, journaliste au JDD. Bonjour Lara. Bonjour Stéphanie. Lara, vous avez pu accéder, vous, à Kerem Shalom. C'est là-bas, d'ailleurs, que s'entassait l'aide humanitaire. On a vu plusieurs camions. Aujourd'hui, manifestement, une partie de cette aide a pu accéder à Gaza. Expliquez-nous, vous, ce que vous avez vu, Lara, parce que c'est important. On a entendu beaucoup, certainement, de contre-vérités. On va tenter vraiment de savoir factuellement ce qui se passe sur place. Alors déjà, pour vous resituer un petit peu l'enjeu du voyage, j'étais avec mes confrères du Figaro et de l'Express pour plusieurs reportages aux frontières israéliennes au Liban et en Syrie. Et pendant 4 jours, c'est vrai qu'on a énormément insisté auprès de Tsahal pour pouvoir accéder à Gaza et notamment au point de passage de Kerem Shalom pour montrer ce qui s'y passait. Et que jeudi après-midi, au moment où nous étions en route vers l'aéroport pour repartir à Paris, on reçoit un coup de fil de l'armée qui nous dit « Ok, vous pouvez venir sur place pour voir ce qui se passe ». Et donc, on a eu l'autorisation. Il faut savoir que Tsahal privilégie l'accès aux quelques correspondants sur place et également aux journalistes américains. Ça va de soi. Et donc, nous faisons demi-tour. On va de Tel Aviv jusqu'à Kerem Shalom côté palestinien, donc à Gaza. Donc, on fait 2h30 de route. Et puis, on arrive dans un espèce de no man's land où il y a rien. Si vous voulez, c'est pas indiqué. Il y a aucun panneau. On n'arrive même pas à se situer sur la carte. Et au bout d'un certain temps, on finit par retrouver l'armée et les quelques journalistes sur place, qui nous prend avec eux donc dans leur camion militaire et qui nous amène effectivement à Gaza sur ce point de passage à Kerem Shalom. Et quand on arrive sur place, la première chose qu'on voit, donc nous on s'attendait à voir des camions. Et en fait, on voit des tonnes et des tonnes de cartons empilés les uns sur les autres, sur des palettes en bois qui sont là, qui sont exposées à la poussière, exposées pour quelles raisons étaient-ils entassés alors que la population a besoin effectivement de ces vivres? Effectivement, ça fait mal. En fait, le premier sentiment que j'ai eu en fait en voyant ces tonnes de soins de première nécessité, c'est vraiment ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait mal au cœur de voir toute l'aide qui est là à une centaine de mètres d'une population, de la population gazaouite qui en a besoin. Et en fait, cette aide était bloquée parce que il y a eu des incompréhensions au niveau des ONG locales, des ONG qui dépendent de l'ONU et au niveau de l'armée israélienne qui, pour prouver sa bonne foi, essayaient d'expliquer aux journalistes qu'en fait, ils avaient ouvert 4 couloirs humanitaires et 4 nouvelles zones d'accès pour que l'aide puisse passer. Mais les ONG sur place refusaient d'aller chercher cette aide parce qu'elles estimaient que c'était trop dangereux pour elles. Merci Lara en tout cas de ce point précieux. Lara Tchekov qui s'est donc rendue à Kerem Shalom, le point de passage de l'aide humanitaire. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste au JDD et on va aller justement poser la question de ce qui s'est passé à Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vient d'entendre notre journaliste sur place du JDD qui expliquait qu'en gros, il y avait, elle parlait, elle, de malentendus entre les ONG locales qui dépendaient de l'ONU et l'armée israélienne. Est-ce que vous pouvez, vous, nous expliquer concrètement ce qui se passait, quels étaient ces, je cite, malentendus ?
D'abord, j'ai rencontré également ces journalistes français qui ont fait donc ce trajet avec l'ambassade d'Israël, entre autres, et ont pu voir de leurs yeux ce qui se passait. Mais malheureusement, le terme n'est pas du tout mal entendu. Mm. En fait, il s'agit de plus de 1000 camions et leurs cargaisons étalés dans ce point de passage de Kerem Shalom du côté gazaoui, du côté palestinien, pas du côté israélien. Et depuis des semaines et des semaines, l'ONU, les agences onusiennes officielles et des ONG ont en fait refusé, n'est-ce pas, de distribuer cette aide humanitaire parce que Israël a également ouvert en parallèle avec les Américains 4 centres de distribution déconnectés des institutions classiques onusiennes et des ONG pour que l'aide humanitaire arrive enfin directement à la population de Gaza et ne passe pas par le Hamas. Il faut rappeler que dans la bande de Gaza, à la différence d'autres zones où il y a des besoins humanitaires, il y a une guerre qui actuellement continue entre le Hamas, entre 15 et 20 000 hommes, toujours, très souvent cachés dans des tunnels et qui sortent pour attaquer les Israéliens, mais également qui veulent contrôler l'aide humanitaire. Parce que celui qui contrôle l'aide humanitaire contrôle la bande de Gaza et la population gazaoui. Donc il y a ici des enjeux politiques de premier plan. Et malheureusement, malheureusement, les agences onusiennes ont refusé de participer à cette distribution en parlant de problématiques de sécurité. Mais il faut savoir qu'auparavant, avant que nous ouvrions ces 4 points de distribution de ce qu'on appelle la Gaza Humanitarian Foundation, eh bien, il n'y avait pas une situation différente. Donc, que s'est-il passé? Il s'est passé en fait que, pour des raisons politiques, semble-t-il, et d'autres, eh bien, elles n'ont pas voulu participer à une distribution en parallèle des centres de distribution américains avec le soutien israélien. Olivier Rafovitch, je me permets de vous couper parce que c'est important de faire des mises au point et de nous apporter, vous, votre réponse, parce que c'est vrai que souvent les ONG qui dépendent de l'ONU sont extrêmement relayées par la majorité des médias. On entendait, même dans le Figaro, un responsable d'ONG dire Tsahal tire sur la foule qui essaye d'avoir accès à l'aide humanitaire. Israël accusé de vouloir affamer la population. Clairement, qu'est-ce que vous leur répondez? Ce sont des terribles mensonges. Nous sommes ici dans une campagne délibérée du Hamas avec des relais multiples qui veut accuser Israël de tous les maux dans la bande de Gaza. Malheureusement, encore une fois, je dis malheureusement et tristement, et je ne peux pas rentrer dans les détails, ça ne servirait à rien, il y a une volonté de certaines personnes et de certains éléments, pas seulement dans la bande de Gaza, de vouloir accuser Israël à tout prix, faisant totalement abstraction du Hamas, comme s'il n'existait pas. Et moi, je voudrais poser la question, quel serait l'intérêt d'Israël, puisque c'est l'accusation d'empêcher l'aide humanitaire que nous voulons faire entrer, dans laquelle nous distribuons et nous ouvrons des points de distribution. Quel serait l'intérêt d'Israël? Nous sommes en aucun cas en guerre avec Gaza en tant que population. Nous sommes en guerre avec le Hamas. Par contre, le Hamas, lui, a tout l'intérêt du monde de créer, de produire et de développer un chaos humanitaire de la pire espèce pour que ensuite on accuse Israël. Et c'est ce qui en fait se passe. Et c'est ce qui se passe, oui, Olivier Rafovitch. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est relayé. Et c'est ce qui est cru par une partie, oui, en effet, de la société occidentale. Alors, je vais vous donner un exemple, puisqu'on demande des exemples. Il y a dans la bande de Gaza un organisme qui s'appelle la Défense civile. Donc, il y a un titre tout à fait noble qui pourrait ressembler à n'importe quelle défense civile de n'importe quel pays du monde. Sauf que dans la bande de Gaza, la défense civile, elle dépend du Hamas. Et le porte-parole officiel de la défense civile s'appelle monsieur Mahmoud Bassal en français. Et là, il porte une veste orange pour le définir en tant que défense civile, mais lui-même est un membre de la branche armée du Hamas, Azadine el-Qassam, bataillon de Zeytoun dans la ville de Gaza. Donc en fait, lorsqu'il donne des chiffres, lorsqu'il parle à la presse et qu'il est repris par toutes les agences de presse, n'est-ce pas? Oui. Il est en fait, on reprend le narratif du Hamas, qui, je le rappelle, puisque certains l'oublient, a déclaré la guerre à l'État d'Israël
et que le Hamas, on l'oublie aussi, veut la destruction totale de l'État d'Israël. Et le slogan du Jourdain à la mer, c'est ce qu'il veut. Il veut remplacer l'État d'Israël par un grand califat, génocidaire d'ailleurs. Aujourd'hui, certains États, dont la France d'ailleurs, demandent l'accès aux journalistes, notamment l'AFP à l'intérieur de la bande de Gaza. Est-ce que c'est souhaitable pour vous que ce soit le cas ? Je pense que des grands pays comme la France devraient d'abord et avant tout demander que le Hamas dépose les armes, libère les otages pour que la guerre s'arrête. Ce serait peut-être la première demande à faire lorsqu'il y a une organisation terroriste qui aujourd'hui se cache derrière la population civile palestinienne. Et lorsqu'on parle de malnutrition et de problèmes alimentaires, il faudrait aussi demander à ces pays qui s'interrogent qu'en est-il des 50 otages, dont 20 vivants israéliens, qui n'ont jamais été visités par aucune organisation internationale, ni par la Croix-Rouge internationale, et qui, eux, semble-t-il, sont dans une situation humanitaire dramatique. Mais ça intéresse très peu de gens aujourd'hui. Ma toute dernière question, Olivier Rafovitch, vous confirmez aujourd'hui que l'aide humanitaire acheminée par 120 camions a été distribuée ? Je confirme qu'il y a d'abord une ouverture de largage aérien jordanien, émirati, également israélien. Nous avons ouvert d'autres corridors de sécurité humanitaire pour améliorer encore une fois cette aide humanitaire qui doit rentrer, puisque nous voulons qu'elle rentre absolument, et nous continuerons ces trêves humanitaires de 10h du matin à 20h, tout en informant la population palestinienne des zones de combat, puisque les zones de combat peuvent s'arrêter, mais malheureusement la guerre est toujours présente, puisque le Hamas a encore, alors nous parlons, 50 otages israéliens, dont 20 vivants et 30 morts. Je rappelle que des Israéliens morts ont été kidnappés, morts dans la bande de Gaza, n'est-ce pas ? Il faut quand même le rappeler. Et qu'on a un Hamas qui refuse, à l'heure où nous parlons, les accords qui ont été proposés par les Américains et par les États qui participent à ces négociations. Je parle du Qatar, entre autres de l'Égypte. Et c'est le Hamas, quand même, il faut quand même le redire, et je le redis sur votre antenne, qui a créé et qui veut continuer à produire ce chaos humanitaire. Et on en parlera avec... Un dernier mot, si vous me permettez. Un dernier mot, quand même, juste une question, si vous me permettez. Il y a une famine terrifiante au Soudan qui met en danger 25 millions de Soudanais. Il y a une famine au Yémen. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi personne ne s'intéresse aux millions de Soudanais qui meurent de faim dans une véritable famine, véritable ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pourquoi il y a un acharnement aujourd'hui et un doigt pointé vers Israël qui se bat dans une guerre qui a été imposée, je le rappelle, le 7 octobre 2023 par le Hamas, soutenu par l'Iran, et qui est aujourd'hui, l'obstacle à la paix et au développement de la paix dans la région et pour les Palestiniens en particulier. Merci Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, et on reviendra justement sur ces points et cette proposition d'Emmanuel Macron, enfin cette reconnaissance même annoncée de la Palestine en septembre. On sera avec l'historien Georges Bensoussan. Stéphanie Demuru et vous, c'est jusqu'à 13h sur Europe 1. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous réagissez aux différents débats avec Stéphanie Demuru et ses invités. Si vous souhaitez vous exprimer en direct sur l'antenne d'Europe 1, vous nous appelez au standard 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. Europe 1, Stéphanie Demuru et vous. Vous continuez à réagir au standard d'Europe 1 sur les différentes thématiques proposées par Stéphanie Demuru. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé pour donner votre avis. Et on parlait il y a quelques instants de la question de l'aide humanitaire à Gaza. Beaucoup de désinformations sur ce sujet. On a un petit peu parlé de ce qui se passe vraiment sur le terrain avec le porte-parole de l'armée israélienne. Et on va évoquer maintenant l'ONU qui se penche à partir de ce lundi sur l'avenir menacé de la solution à deux États, israélien et palestinien, 4 jours après qu'Emmanuel Macron est surpris en annonçant que la France reconnaîtrait un État de Palestine en septembre. Nous sommes avec l'historien Georges Bensoussan. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour madame. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Il y a donc cette reconnaissance annoncée jeudi soir par le chef de l'État français. Le timing interroge. On l'a dit et répété ici, les otages ne sont pas libérés, les otages israéliens qui sont toujours aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Les négociations pour un cessez-le-feu battent leur plein. Quel est votre regard sur cette reconnaissance à ce moment précis ?
précis, Georges Bensoussan? Vous venez de le dire, la reconnaissance d'un État de Palestine en soi n'est pas une mauvaise chose, bien sûr, mais c'est normalement la fin d'un processus. C'est la fin d'un processus de paix, mais pas le début d'un processus, parce que cet État n'existe pas, il n'a pas de frontières, il n'a pas de gouvernement, il n'a pas de population bien fixe. Et vous venez de le dire, les otages n'ont pas été libérés, et je rappelle que la prise d'otages, c'est un crime de guerre en droit international. Le Hamas n'a pas été désarmé, et Emmanuel Macron avait lui-même fixé comme prérequis une reconnaissance d'État de Palestine, mais en même temps une reconnaissance d'Israël par l'ensemble du monde arabe. Ce n'est pas le cas. Il y a deux États qui le reconnaissent. Actuellement, c'est des traités de paix, je veux dire, l'Égypte et Jordanie, et les accords d'Abraham. Mais l'Arabie Saoudite et d'autres grandes puissances du monde arabe ne l'ont pas reconnu. Donc ça interroge, vous venez de le dire, ça interroge pourquoi maintenant. Il faudrait interroger évidemment le psychisme d'Emmanuel Macron, mais d'emblée, ce qu'on peut dire, c'est que ça risque fort d'être un coup d'épée dans l'eau, qu'il n'y aura en fait aucune conséquence. Vous savez que près de 12 pays de l'Union européenne, je crois, ont reconnu l'État de Palestine. Oui. Récemment, l'Espagne et l'Irlande, ça n'a strictement rien changé au processus. C'est le 148e État, la France, à avoir reconnu la Palestine. Oui. Est-ce que ça peut peser sur les accords de cessez-le-feu et justement la solution recherchée de cette solution à deux États au final, est-ce que ça ne va pas être contre-productif ? Contre-productif peut-être pas, mais que ça pèse sur les accords de cessez-le-feu, non. Ce qui pèse vraiment sur les accords de cessez-le-feu, c'est la pression sur le Hamas qui a perdu la guerre militairement, mais ne veut pas le reconnaître, donc ne dépose pas les armes et ne libère pas les otages. Donc d'une part pression sur le Hamas, d'autre part pression sur le gouvernement israélien, de la part surtout des Américains. C'est ce qui s'est passé avec l'aide humanitaire, indéniablement. Et le grand problème, vous venez de l'évoquer, c'est la solution à deux États. Sur le papier et même en règle générale, c'est la meilleure des solutions. C'est la seule vraiment raisonnable. Sauf que, historiquement, quand on replonge un peu dans les racines de ce conflit, on s'aperçoit qu'on propose la solution à deux États depuis 1937, c'est-à-dire depuis presque un siècle. Et qu'à 6 reprises dans l'histoire, cette solution à deux États a été repoussée, a été refusée par la partie arabe. Mais ça, la plupart des gens l'ignorent parce qu'ils ont une connaissance liée à l'actualité du conflit, mais ils ignorent les racines de ce conflit. Or, ce sont les racines qui nous permettent de comprendre l'actualité de ce conflit. En 1937, les Anglais, la puissance mandataire, proposent la solution à deux États, la partie arabe le refuse. En 1939, ils édictent un nouveau livre blanc qui fait la part belle aux revendications arabes, et malgré tout, les Arabes le refusent. En 1947, les Nations Unies proposent la solution à deux États, et c'est le refus, avec la guerre qui s'ensuit et toutes les conséquences que l'on connaît. Et ensuite, après les accords d'Oslo, qui malheureusement ont tourné court après l'assassinat d'Yitzhak Rabin et les attentats islamistes du Hamas dans les autobus à Tel Aviv et Jérusalem, épouvantablement meurtriers, vous avez eu 3 tentatives de solution à deux États, c'est en 2000, 2001, 2007, avec Ehud Barak 2 fois et Ehud Olmert 1 fois. Et là aussi, au dernier moment, la partie palestinienne a refusé. Et Georges Bensoussan, il faut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a adressé une lettre à Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne, mais qui n'a aucune légitimité à ce stade dans la bande de Gaza et dans les territoires. Aujourd'hui, c'est le Hamas qui dirige ces territoires et, il faut le rappeler, qui est pour la destruction d'Israël, qui ne veut pas de solution à deux États, vous venez de l'expliquer. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pourquoi avoir refusé toujours la solution à deux États ? Parce que accepter la solution à deux États, c'est accepter le partage, on est d'accord. Et accepter le partage, c'est forcément accepter qu'existe l'État d'Israël en face. Et c'est pourquoi ils disent non à l'État palestinien, parce qu'ils disent non souverainement à l'État d'Israël. C'est essentiellement pour ça qu'ils disent non. Alors vous dites le Hamas maîtrise le territoire de Gaza. On n'en sait rien sur le fond. Le Hamas est une organisation extrêmement violente, totalitaire, qui tient sous sa coupe une grande partie de la population de Gaza, mais par la terreur. Mais qui, en revanche, du côté de la Cisjordanie, où il n'est pas le maître, recueille un grand nombre d'opinions favorables. Près de 60% de la population de Cisjordanie est favorable au Hamas. Alors effectivement, comment négocier avec une organisation dont la charte, que tout le monde peut lire sur Internet, ça prend un quart d'heure, la charte de 1988 révisée en 2017, prône purement et simplement la destruction de l'État d'Israël. Mais ils ne s'en cachent pas, ils le disent clairement, il suffit de les lire. Ils
pour la destruction. Donc ils veulent même pas un seul État, ils veulent la destruction de cet État-là, du Jourdain, de la mer au Jourdain, et la reconstitution de la Oumma islamique. Alors on ne peut pas négocier avec des génocidaires, on peut négocier avec ceux qui sont d'accord sur un compromis. Mais avec ceux qui veulent tout simplement votre disparition, vous ne pouvez pas négocier. Georges Bensoussan, si vous le voulez bien, vous pouvez rester avec nous parce que les auditeurs réagissent. Nous sommes avec un auditeur. Bonjour. Allô ? Oui, allô, bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Vous vous appelez comment ? Vous nous appelez Julien. Bonjour Julien. Julien, je suis avocat de Marseille, 48 ans. Vous venez d'entendre Georges Bensoussan, l'historien, nous livrer son regard sur cette reconnaissance. Écoutez, quel est le vôtre ? Je précise, je ne suis pas juif, je ne suis pas israélien, je suis français, et je suis vent debout contre une décision inique, honteuse, qui ne représente que lui-même, que des petits intérêts mélanchonistes, on va dire, peut-être pour essayer de reprendre la main d'Emmanuel Macron. Je peux vous dire une chose, en tant que Français, en tant que... Je ne vais pas dire humaniste... Les Juifs sont français aussi, hein, mais effectivement de confession chrétienne peut-être. Hein. Oui, voilà. C'est-à-dire, on va dire, je ne suis pas dans la partie... vous n'êtes pas parti pris. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Je n'ai pas de parti pris, j'essaie d'avoir simplement une autorité, on va dire, qui me dirige, qui s'appelle l'équité ou alors la morale. Mais quand je viens voir, tout simplement, ce qui se passe, et que, en fin de compte, ce ne sont maintenant que des regards politiques qui se jettent sur un conflit qui n'est pas, on va dire, d'une décennie, qui est un conflit de 70 ans peut-être même plus, puisque faut savoir que Israël a quand même été plusieurs fois attaqué, que ce soit par les croisades, par après les puissances occidentales, orientales, les puissances turques. Donc, dans tous les cas, on sait que c'est une partie du monde, on va dire, qui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Mais là, maintenant, sur cette partie, le Hamas attaque en 2023, le 7 octobre, Israël. Israël fait face au plus grand pogrom. Pourquoi je suis à ce point atterré ? Parce que ce qui se passe en Israël, c'est exactement ce qui peut se passer demain matin en Europe, demain matin en France, mais pas après-demain, c'est-à-dire demain matin. On a vu comment une toute petite étincelle peut mettre le feu au quartier, avec il y a 2 ans avec Naël, avec n'importe quoi. Et en fin de compte, je vois que tout d'un coup arrive un président, hélas, pour lequel je peux vous dire hélas, j'ai voté 2 fois pour lui. Et en fin de compte, qui ne représente que lui-même, vous savez ce que, il y a Goldman qui avait dit, on interdira les tiédeurs. Lui, c'est même pas de l'eau tiède. Et je dis même pas ça par manque de respect. Je dis en fin de compte, ce fameux en même temps ne veut strictement rien dire. Vous vous sentez pas représenté, vous êtes en colère sur les décisions qu'il prend au nom des Français, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de concertation et c'est quand même un sujet important vu le climat inflammable. Bien sûr, mais surtout, quelle stratégie ? Je pose une question toute bête. Voilà, M. Bensoussan vient d'en parler. Il veut parler des frontières. Alors j'imagine que l'État de Palestine va être peut-être sur l'État de 67, avant 67. Et je pose une question. En 67, qui est-ce qui dirigeait Gaza ? C'était qui ? C'était l'Égypte. Donc ça veut dire quoi ? On va reconnaître tout d'un coup un nouveau territoire égyptien. C'est une question toute bête, hein ? Je pose une autre question. Vous savez, ce conflit est tellement instrumentalisé que on voit maintenant même dans des gay pride des panneaux, vous savez, des drapeaux pro-Hamas, alors que s'ils savaient ce que le Hamas fait aux gays, mais le monde est fou. Le monde est fou. On parle toute la journée d'apartheid, d'un état d'apartheid. Mais je vous pose une question toute bête. Mais en Israël, dans la précédente coalition, il y avait un parti arabe, je ne sais même pas comment il s'appelle, qui représentait 15 députés, et c'est ce parti qui a fait pencher la coalition contre Netanyahou. C'est-à-dire c'était le centre gauche, on va dire, contre la droite de Netanyahou. Julien, vous restez avec nous si vous le voulez bien. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'on va arriver au carillon et à l'information de Pierre Vesque. Georges Bensoussan, si vous avez encore quelques minutes, est-ce que c'est le cas ? Vous restez avec nous aussi ? On vous retrouve dans quelques instants tous les deux et ça serait intéressant d'avoir votre réponse par rapport à ce regard que porte l'auditeur sur la situation.